Franc-parler, Honoré Naoum. Fidèles auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou, la voix des Cotonois recevait ce matin nos civilités dominicales et aussi nos remerciements pour l'écoute et l'attention à nos programmes. Le 1er août prochain, notre pays, le Bénin, va célébrer le 63e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. C'est donc mardi prochain. Au sommet de l'État et dans nos différentes communes, les dispositions sont prises pour une belle commémoration. Outre le côté festif, chacun de nous est appelé à une réflexion profonde sur l'état de notre nation et comment se projeter encore plus dans l'avenir. Par conséquent, la radio municipale vous convie à marquer une pause ce dimanche sur le système éducatif béninois. Il est indéniable que l'éducation est un droit fondamental, un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de vie, de promouvoir l'égalité entre les sexes et de faire progresser la paix et la stabilité dans le monde. Et que sais-je encore? Système éducatif du Bénin, 63 ans après l'indépendance, évaluation et perspective. C'est la thématique de cette semaine sur votre émission Franc-parler. Comme guide, nous recevons un homme averti, professeur Jean-Claude Roumenou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Bonjour aux auditeurs. Voilà. Et vous êtes un psychopédagogue. Et je dirais, s'il y a des prix à décerner à nos consultants médias, vous serez immanquablement sur la liste. Entre la presse et vous, je dirais que c'est une question d'amitié de longue date. À nouveau, merci pour votre disponibilité. Je vous en prie. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpe, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 41 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73 pour les hommes. Alors, professeur Jean-Claude Roumenou, que représente pour vous l'éducation? L'éducation, si je devais paraphraser Mandela, c'est l'arme la plus puissante pour faire progresser une société et pour transformer une société. L'éducation, c'est le processus par lequel on prépare les générations montantes à prendre la relève des générations adultes afin de continuer la transformation sociale et les actions de développement global de toute la société. D'accord. Alors, cette éducation, ça commence où? Bon, d'abord dans la famille. Dans la famille, bien entendu. Les premières influences que les enfants reçoivent, c'est d'abord dans la famille. Et maintenant, quand aujourd'hui ils atteignent 3 ans, ils peuvent être inscrits dans l'enseignement préscolaire, donc dans les écoles maternelles. Oui. Et puis à 5 ans déjà, les écoles primaires leur ouvrent les bras pour 6 ans. Et puis après, ils entrent au secondaire, soit le secondaire général, soit le secondaire technique et professionnel, pour faire également 4 plus 3 ans, afin d'obtenir un diplôme qui leur permet d'entrer maintenant dans l'enseignement supérieur, où ils vont passer qui 3 ans, qui 5 ans, qui plus encore, pour obtenir une licence ou équivalent, aujourd'hui un master, et puis même le doctorat. C'est ça. C'est un peu ça. Ok. Alors, il y a une expression que l'on entend souvent, système éducatif. C'est quoi concrètement quand on parle de système éducatif? C'est une organisation au niveau d'un pays
et qui se structure en plusieurs branches, qui a des aspects institutionnels, puisque qui dit système éducatif dit des ministères, ou tout au moins un ministère en charge de l'éducation. Ça dit également des ordres d'éducation ou d'enseignement. Tout à l'heure, en répondant à votre première question, on a distingué déjà le préscolaire, donc l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, qui a ses établissements, l'enseignement secondaire, qui a ses collèges et ses lycées, l'enseignement technique et professionnel, qui a également ses collèges et lycées, et puis vous avez l'enseignement supérieur, qui a également ses établissements, soit établissements de formation générale, soit établissements de formation professionnelle. Et selon l'organisation du pays, chacun de ces ordres peut être régi par un ministère. Hein? Même aujourd'hui au Bénin, vous avez au moins 3 ministères. 3 départements ministériels qui se chargent donc voilà, de notre système éducatif et qui prennent chacun, en ce qui concerne, un pan, un sous-secteur. Donc vous avez le ministère de l'enseignement primaire et maternel, vous avez le ministère de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, et puis vous avez le ministère de l'enseignement supérieur. Bon, à un moment donné, il y avait peut-être un seul ministère de l'éducation nationale qui chapeautait tous ces autres d'enseignement-là. Et le système est structuré également de façon déconcentrée. Vous avez les directions départementales qui sont là également pour superviser comment l'éducation se passe dans une région du pays ou dans un département. Et vous voyez, jusqu'à la dernière école, c'est tout cela qui constitue le système éducatif, sans oublier tous les textes réglementaires qui régissent le système, qui disent ce qu'on doit faire, comment on doit enseigner, comment on doit inscrire les enfants, sans oublier même la loi. Au Bénin actuellement, il y a une loi qui date de 2003, qui porte orientation de l'éducation nationale. C'est cette loi qui définit les finalités de l'éducation au plan général. Et puis maintenant, pour chaque ordre d'enseignement également, il y a des finalités spécifiques qui sont définies pour pouvoir donner la vision d'ensemble, l'orientation générale du système. C'est l'horizon vers lequel on doit pouvoir tendre à travers toutes les actions qu'on organise pour éduquer, instruire les enfants, quel que soit le niveau auquel se passe donc cette éducation ou cette instruction. D'accord. Alors, de façon précise, je voudrais avoir votre avis personnel là, sur ce modèle où on a connu dans ce pays un département ministériel pour conduire tout le système éducatif. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est bien sûr 3 départements. Si vous devriez choisir, vous allez opter pour quoi? Oui. Lorsque les régimes politiques décident par exemple, de créer un seul ministère de l'éducation nationale, c'est en tenant compte des réalités du moment. Peut-être de la démographie scolaire, donc quelle est la population scolaire, quel est l'état des différents sous-secteurs. Est-ce que nous avons, mettons, 100 000 élèves scolarisés dans l'enseignement technique, par exemple, ou seulement 10 000? Est-ce que nous avons 200 000 scolarisés dans l'enseignement secondaire général ou seulement 50 000. Donc il y a tous ces facteurs dont on tient compte pour dire nous allons choisir de créer un seul ministère de l'éducation nationale. Soit parce que la population scolaire n'est pas très dense, ou il n'y a pas beaucoup d'établissements, ou même quand on prend les sous-secteurs, bon, la population n'est pas très dense. Et le choix de prendre un seul ministère peut être guidé aussi par le souci d'une bonne coordination du système, de façon que tout soit harmonisé, tout soit bien articulé, qu'on n'ait pas d'incohérence entre la maternelle, le primaire, le secondaire et le supérieur. Donc le régime politique du Bénin ont fait ces choix-là à des moments donnés, jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être que ce n'est pas la meilleure formule, et que ça ne permet pas de traiter au plus près les questions posées par certains sous-secteurs. Quand on se rend compte que, par exemple, l'enseignement technique est noyé dans l'enseignement général, alors que c'est un sous-secteur peut-être prioritaire
on se dit, à un moment donné, il vaut mieux créer un ministère carrément pour s'occuper de l'enseignement technique. Bon, à un moment donné, on a jumelé le primaire et le secondaire chez nous au Bénin. On s'est dit, vu la population scolaire scolarisée au primaire, vu le nombre d'enseignants qui interviennent, eh bien, il vaut mieux carrément créer un ministère pour l'enseignement primaire. Donc, c'est difficile de dire, on choisit tel ou tel. Aujourd'hui... Mais l'émission, c'est franc-parler. Si je devais choisir, il y aura un grand ministère de l'Éducation nationale avec des secrétariats d'État qui vont s'occuper chacun d'un sous-secteur, dont un secrétaire d'État qui s'occupe du préscolaire et du primaire, un secrétaire d'État qui s'occupe de l'enseignement secondaire général, un secrétariat d'État qui s'occupe de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et un secrétariat d'État qui s'occupe de l'enseignement supérieur. C'est le choix si vous êtes donné de choisir, c'est le modèle que vous allez préconiser. Que je vais préconiser. D'accord. Et comme ça, le ministère peut tout coordonner. Le ministre, qui serait peut-être un ministre d'État, il pourra un super ministre. Oui, un super ministre. Et on verra mieux l'harmonie, la cohérence du système éducatif. D'accord. Alors, si aujourd'hui vous devriez apprécier le système éducatif béninois, que diriez-vous? Bon, parler par rapport au présent, c'est vrai qu'il y a des efforts qui se font pour améliorer la qualité de l'éducation, pour améliorer le rendement du système éducatif aux différents ordres. Vous avez dû constater peut-être depuis 4 ou 5 ans que nous avons de meilleurs scores aux examens nationaux, que ce soit au primaire, au secondaire, au baccalauréat. Est-ce que c'est un bon indicateur? Pour voir la qualité et l'efficacité du système éducatif, il faut d'abord prendre le rendement. Oui, absolument. Donc c'est clair que il est rare dans l'histoire de l'éducation de notre pays qu'on ait dépassé 50% de réussite, notamment au BPC ou au baccalauréat. On n'a jamais atteint ces scores-là. Ou alors si ça a été le cas, ça a été très, très rarement, quoi. Très rarement. Mais depuis 4 ans, c'est devenu régulier. Ça veut dire que quelque chose a changé. Mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Ça ne veut pas dire que le système a déjà une qualité optimale. Il y a encore beaucoup de choses à faire. D'accord. On peut aussi noter que ces dernières années, nous sommes en train d'accorder plus d'importance à l'enseignement technique. Parce qu'on se dit que c'est ce sous-secteur qui pourra permettre aux formés de trouver rapidement un emploi. Parce que pendant longtemps, l'enseignement technique a été très embryonnaire dans le système éducatif. Pour des raisons évidentes, parce que c'est très cher, ça coûte très cher, d'abord pour implanter les établissements et pour acheter les machines et l'équipement. Ça vous sera que beaucoup d'États, dont l'État béninois, hésitent vraiment à investir. Oui. Mais aujourd'hui, on sent une volonté politique d'aller plus loin pour donner une part plus substantielle aux techniques et à la formation professionnelle dans le système éducatif. Voilà mon impression globale sur le présent. On va bien entendu aller dans les détails parce que en faisant donc cette émission, on a quand même focalisé l'attention sur l'accession à la souveraineté nationale et internationale de notre pays, le Bénin. Donc mardi prochain, ce sera donc 63e anniversaire. Oui. Je voudrais qu'on essaye de présenter à l'opinion publique de 1960 jusqu'à ce jour. Quelles sont les différentes étapes que vous avez notées pour le système éducatif béninois? Globalement, on peut distinguer 3 périodes. D'accord. Okay? De 60 à 72, 73, on peut dire qu'on était dans ce qu'on appelle la période néocoloniale, où l'éducation nationale visait à former des jeunes qui soient admiratifs encore de la France, quoi. Considéré comme une grande puissance qui est venue nous civiliser. Donc on voulait vraiment diriger le regard de nos jeunes vers la France. C'était une école néocoloniale. Un peu élite. Donc on formait pour la vision française. Française, mais en même temps pour prendre en main le nouveau pays qui avait besoin donc de cadres pour faire fonctionner l'administration. Et c'est en ce moment qu'on parle d'accord, oui. Voilà. C'était élitiste et il n'y avait pas beaucoup d'enfants béninois qui étaient scolarisés.
ni dans le primaire, ni dans le secondaire, encore moins à l'université. C'était un privilège. Oui, c'était vraiment une minorité qui avait accès à l'éducation formelle. Et puis, en 72, il y a eu le déclenchement de la Révolution. Et la Révolution a engendré une réforme qu'on a appelée la réforme de l'école nouvelle, où cette fois-là, le gouvernement militaire révolutionnaire et les cadres béninois de l'époque se sont dit il est temps d'abord de démocratiser l'éducation, de donner accès à l'école à plus de jeunes béninois, dahoméens puis béninois. Ensuite, de transformer fondamentalement la mission de l'école, qui ne devait plus former seulement des Akowe, mais des jeunes patriotes qui aiment leur pays et qui sont capables de se dévouer, de se sacrifier pour ce pays, de le défendre, et en étant bien imprégnés de leur culture nationale, des réalités locales, et en étant déterminés donc à lutter contre l'impérialisme international. Et dans cette foulée, on a décrété que l'école était une unité de production, ce qui donc a débouché sur la création des coopératives scolaires partout, au primaire, au secondaire et à l'université, pour que les jeunes béninois puissent en même temps apprendre, en dehors de ce qu'ils apprennent en classe là, qu'ils apprennent aussi à produire, à travailler de leurs mains. Et d'ailleurs, ça a quand même permis de produire quelques stars que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'Angélique Iyo. Elle est un peu le produit de la coopérative scolaire. Un feu Toron Stan, également le produit. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé leur voie à travers cette activité coopérative. Est-ce que vous voyez? Et on a réformé les programmes pour donner davantage de place aux langues nationales, notamment au préscolaire. On a créé les CESE et la formation se donnait essentiellement dans les langues locales. Je vois, nos petits enfants faisaient leur préscolarité en Fongbe, en Gungbe, en Plagbe, Tendi ou Bariba. Et bon, c'était pas plus mauvais. Et on a réduit également à ce moment-là la durée de la scolarité. Puisque désormais, au lieu de faire 6 ans au primaire, on faisait 5 ans pour passer le CFEB. Et au secondaire, au lieu de faire 4 ans pour le premier cycle, on faisait 3 ans pour passer l'examen qui avait remplacé le BPC, qu'on appelait CFANG. Et bien entendu, on a conservé les 3 ans du second cycle. Et c'est dans cette ambiance qu'on a évolué pendant près d'une quinzaine d'années jusqu'à la conférence nationale. Vous avez parlé de CFANG. Oui, nous, on a connu CFEB plutôt. Non, CFEB, c'est au primaire, ça. D'accord. Oui, après les 5 ans du primaire, on faisait le CFEB. Voilà. Maintenant, quand on faisait 3 ans au premier cycle, on faisait le CFANG, qui avait remplacé le BPC, quoi. D'accord. Le bac étant demeuré sans changement. Et puis, bon, jusqu'à la conférence nationale, et en temps, il y a eu une petite évaluation au cours d'un séminaire où on a remis en cause certains choix de la réforme, notamment la durée de la scolarité a été réhabilitée à 6 ans au primaire et à 7 ans au secondaire. On s'est dit qu'on s'était fourvoyé. Et puis il y a eu la conférence nationale, et puis avec les états généraux dans la foulée, et ces états généraux ont enclenché une nouvelle réforme qu'on a connue comme la réforme des nouveaux programmes d'éducation selon l'approche par compétences, où nous sommes encore aujourd'hui. Donc voilà un peu globalement les 3 périodes qu'on peut noter dans l'évolution de notre système éducatif. Alors, qu'est-ce qui peut amener les gouvernants, par exemple, à, comment dirais-je, tourner dos à cette initiative de coopérative scolaire? Oui. Est-ce que c'est normal qu'on puisse réfléchir de la sorte et à supprimer ces initiatives-là? Oui, je vous ai parlé tantôt d'une évaluation, un séminaire bilan qui a été fait en 1981. On s'est tellement rendu compte que on donnait trop de place aux activités coopératives au détriment des apprentissages purement
intellectuelle. Hein, et que ça a peut-être démobilisé les apprenants vis-à-vis des matières classiques, hein, de la scolarité et de l'instruction. Notamment, cette réforme de l'école nouvelle a donné l'impression aux gens que bon, il ne fallait plus accorder beaucoup de place aux Français. Dans le bon vieux temps, justement, dans la première période, si vous allez à l'examen du CEP et que vous avez 0 en dictée, c'était éliminatoire. Mais si vous avez même 5 fautes, donc vous avez 0 et c'est éliminatoire. Bon, la réforme de l'école a dit, bon, peu importe le nombre de fautes, ça ne doit plus éliminer un jeune béninois. Donc ça a donné l'impression qu'il ne fallait plus accorder beaucoup d'importance aux Français, à la maîtrise de la langue française, qui était pourtant la langue de travail, la langue de la scolarisation. Et dès lors que la qualité de maîtrise de la langue française a baissé drastiquement, ça a affecté également la performance générale des apprenants dans le système éducatif, au point qu'on avait des résultats vraiment catastrophiques aux examens. Il est arrivé au moment où on a eu 2% au BPC, on a 8% au baccalauréat. Donc, vu ces faiblesses, les décideurs se sont dit, bon, il vaut mieux qu'on revienne à ce qui se faisait avant et qui paraissait efficace. Hein, et que les parents aussi appréciaient. En termes de résultats. Oui, en termes de résultats. Donc c'est ce qui a occasionné l'affaiblissement de la place de l'activité coopérative. Hein? Peut-être qu'on aurait pu penser autrement en disant il faut équilibrer, hein, ou bien donner une nouvelle forme à l'activité productive dans le cursus scolaire, sans que ça ne déteigne négativement sur les autres apprentissages formels, quoi. D'accord. C'est peut-être ce qu'on a oublié de faire, puisque nous passons toujours chez nous d'un extrême à l'autre. Et donc, on n'arrive pas à trouver le juste milieu. On n'arrive pas à trouver l'équilibre. Et donc, on a évacué l'AC pour dire, bon, on cherche l'excellence. Surtout quand le renouveau est arrivé là, le slogan c'était l'excellence. On voulait l'excellence, donc on a évacué complètement les activités coopératives et de production. Oui, vous aviez parlé également de l'éducation qui est donnée dans les langues. Même situation, si on avait commencé à éduquer les Béninois dans leur langue, mais normalement c'est quelque chose qu'il faut poursuivre et renforcer. Oui, c'est un problème important que vous posez. Oui. Quand il s'est agi de faire ça au préscolaire, ça a marché. Surtout que les enfants de 3 ans qu'on envoyait dans les écoles maternelles, qu'on appelait CESE dans le temps, c'est vrai, ils faisaient 2 ans. En première année, tout était en langue nationale. Mais déjà en deuxième année, c'était partagé entre la langue nationale et le français, puisque au CI, ils vont être scolarisés en français. Mais l'expérience a montré que ces enfants-là, qui ont fait ces 2 ans dans ces conditions, ils étaient très éveillés, effectivement, et quand ils allaient au primaire, ils étaient les élèves les plus brillants. Maintenant, le problème se pose quand il faut maintenant introduire les langues nationales dans le primaire, qui est maintenant national, qui est universel. La preuve, quand on veut faire un examen du CEP, c'est la même épreuve qu'on donne à tous les enfants de Cotonou à Tokuntuna, ou bien à Malanville. Vous voyez. Maintenant, quelle langue il faut mettre dans le système? Ça, c'est la question qu'on n'est pas arrivé à résoudre. Et c'est un problème qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il n'est pas dit que... Donc, un président de la République ne veut pas dire, bon, maintenant, voilà, j'impose une langue. Oui, avant d'imposer une langue, oui, il faut qu'il tienne compte de quelques critères. Personnellement, j'ai réfléchi à la question. C'est vrai, nous pouvons introduire la langue nationale. Mais de quoi faut-il tenir compte? Il faut tenir compte d'abord du caractère régional de la langue. En ayant en perspective, oui, excusez-moi, oui, la construction d'un espace régional, c'est-à-dire l'intégration régionale. Je dis, nous sommes dans la CEDEAO. Avec quelle langue nous travaillons? Avec français et anglais, hein, peut-être un peu le portugais. Alors que si, dans le système éducatif, on donne de la place à des langues comme le Yoruba, qui est parlé au Bénin et surtout au Grand Nigeria, oui, qui est parlé au Togo. Vous voyez, donc le Yoruba réunit le Togo, le Bénin et le Nigeria. Vous prenez une langue comme le Guingbé, c'est parlé au Bénin, c'est parlé au Togo, c'est parlé au Ghana. Oui. Donc,
cette langue va nous permettre de maîtriser non seulement l'environnement béninois, mais au moins notre environnement sous-régional. Donc il ne s'agit pas d'introduire une langue pour 100 personnes, une langue parlée par 10 000 personnes, non. Il faut voir grand. Parce que vous introduisez une langue, ça veut dire que vous allez faire des manuels dans cette langue-là pour la population scolaire. Alors, vous allez voir un éditeur, vous lui dites, faites-moi 500 manuels. Il va vous jeter votre offre au nez, parce que ça ne lui rapporte rien. Mais si c'est 1 million de manuels, vous voyez, ça lui rapporte, et vraiment, ça contribue au développement du pays. Donc, il faut tenir compte de ce critère de la dimension régionale de la langue, avant de faire le choix. Ce n'est pas que, bon, moi, je suis là, donc on doit prendre ma langue, forcément. Il faut que chacun soit prêt à se sacrifier. Le français n'est pas la langue de nos ancêtres. Mais quand est-ce qu'on sera prêt à mener cette bataille pour que le Bénin puisse quand même avoir une langue nationale? Non, il ne s'agit pas d'avoir une langue. Notre langue se développe, et même sans être scolarisée. Il y a un dynamisme propre aux langues. Elle se développe sur la loi de l'évolution. Si une langue n'est pas dynamique, il faut une langue pour nous unir quand même, non? Nous sommes un pays multipolaire. Il faut peut-être 2 ou 3 langues. Il faut tenir compte. Tout à l'heure, j'ai parlé de Yoruba, j'ai parlé de Gengbe. Mais il y a aussi des langues au nord qui nous réunissent aux autres. Le Hausa. Le Hausa. Hausa nous réunit encore au Nigeria, au Niger, au Togo et au Ghana. Voilà les langues qu'on devrait introduire. Nos ancêtres n'ont pas resigné à envoyer les enfants à l'école pour apprendre le français. Bon. Nos ancêtres n'ont pas resigné à recourir à d'autres langues nationales quand il s'agissait de religion ou d'autres pratiques, quoi. Donc les ancêtres déjà ont résolu ce problème en fonctionnalisant les langues. Donc tout dépend de la fonction qu'on assigne à chaque langue. Donc l'État béninois peut dire, je prends par exemple le Yoruba, le Hausa, le Minan. Et le Hausa. Oui, et le Hausa pour dire, bon voilà les 3 langues. Les 3 langues scolarisées. Oui. Et à l'examen, peut-être on peut donner les épreuves dans les 3 langues et demander à l'étudiant ou à l'apprenant de choisir sa langue. Voilà. Et de composer. Oui, et en même temps on forme un citoyen ouest-africain. Oui. Ça c'est vrai. Et puis d'autres pays peuvent choisir peut-être le Peul, qui est parlé en Guinée, au Mali, au Burkina, au Sénégal. Voilà une langue qui va encore réunir plusieurs pays. C'est dans ce sens qu'il faut réfléchir à l'introduction de langues nationales et non pas à des micro-langues pour dire non, non, c'est pas ça. Il faut être ambitieux. Oui, tout à fait. Alors, vous le dites si bien, il faut avoir de l'ambition pour notre pays, le Bénin, tout à fait. Mais il faut quand même avoir l'honnêteté de reconnaître un phénomène dans notre pays. Vous prenez dans le temps, en 1960, vous prenez par exemple un parent qui a le niveau CEP. Oui. Et vous le comparez aujourd'hui à un apprenant qui a le niveau, même master. Oui. Le niveau de français, c'est devenu catastrophique. On ne peut pas tenir dans un discours, on ne peut pas développer, on ne peut pas faire une phrase sans faute pour exagérer. Des gens qui disent même qu'il a la licence, mais il ne sait même pas encore écrire son nom. Alors, en tant qu'enseignant, quel est votre regard sur cette situation? Monsieur Naoum, lorsqu'on faisait un peu l'historique de notre système éducatif depuis l'indépendance, nous avons dit que dans la première décennie après l'indépendance, l'éducation accueillait une minorité d'enfants. Donc il n'y avait pas d'effectifs pléthoriques dans les salles. Il est plus facile d'encadrer une classe de 20, 25 enfants que d'encadrer une classe de 80. C'est ça. Bon. La révolution a décrété la démocratisation. C'est une bonne chose. Donner accès à plus d'enfants, démocratisation de l'enseignement, ce qui entraîne aussi la massification. On approfondit même cette dynamique-là quand on a dit qu'il faut même soutenir les frais de scolarité des enfants des zones rurales, d'abord des filles, il faut que plus de filles à l'école, plus de garçons, et que tout le monde aille à l'école. Je me rappelle une chanson de Zénab, de toutes les filles à l'école. Donc, ça entraînait la massification. Maintenant, au moment où il y avait cette massification-là, il n'y avait pas d'enseignants formés pour encadrer les enfants. On n'avait pas été formés forcément pour enseigner. Donc, on recourait à tout. On faisait fait de tout bois. Donc, on a créé le corps, par exemple, des GIR, chez un instituteur révolutionnaire sous la Révolution. Donc, quelqu'un qui avait le BPC, ou bien qui a eu au moins 8 sur 20 au baccalauréat, eh bien, l'État le recrutait pour pouvoir vraiment contenir l'arrivée massive
des enfants à l'école. Donc l'utilisation de cette catégorie d'enseignants sans formation a eu également... Ça a été le même cas dans le dossier concernant le reversement des vacataires. Oui, avant le reversement, ce vacataire-là, c'était qui? Ça, c'est sous le renouveau, ça. L'État, pendant longtemps, a fermé les écoles de formation des enseignants. Pendant près de 20 ans. De 87 à 2010 pratiquement. On n'a plus formé d'enseignants au Bénin. Dans le même temps, des enfants naissaient. S'ils ont 3 ans, ils doivent aller à la maternelle. S'ils ont 5-6 ans, il faut qu'ils aillent au primaire. Quel parent va garder son enfant à la maison? Mais dans le même temps, on n'avait pas d'enseignants. Alors, dans les localités, les parents se sont organisés. Donc, si vous avez le BPC, ou même si vous avez fait même la classe de 4e, on vous recrutait comme enseignant communautaire. Donc, ça a été un mouvement général. On a recruté des milliers d'enseignants communautaires. À un moment donné, l'État a dû prendre ses responsabilités pour dire il vaut mieux que je les forme et que je les reverse. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé pour le primaire, ça s'est passé pour le secondaire. Donc, ce déficit de qualité du corps enseignant explique ce que vous avez constaté, donc la baisse drastique du niveau en français. Parce que l'enseignant est faible. Oui, et puis maintenant, la massification des effectifs. Et comment on peut expliquer ça aussi? C'est que, étant un pays sous-développé, nous courons après nos besoins. Parce qu'il n'y a pas d'enseignants qui attendent les apprenants. Il n'y a même pas d'école qui les attend. C'est quand le besoin se fait sentir qu'on court rapidement pour mettre en place une période d'abord, et puis on recrute le premier venu dans le coin, on lui dit, bon, toi, il faut encadrer les enfants. C'est ce qui explique la baisse du niveau. Alors que dans les 10 premières années de l'indépendance, ceux qui étaient là étaient des gens bien formés. C'était des gens qui avaient été formés à William Ponty, sous la coloniale, à Rufisque pour les femmes, et puis à Darbou en Côte d'Ivoire, et puis chez nous au Bénin, à Parakou, il y avait l'école normale de Parakou pour les garçons, et pour Abomey. Donc c'était de bons enseignants, mais ils n'étaient pas nombreux pour prendre en charge vraiment toute la demande scolaire. Donc, mais ceux-là, ils étaient déjà actifs dans les 10 premières années d'indépendance, et puis les élèves qui sont passés par leurs mains ont eu la chance d'être bien encadrés. Mais quand il y a eu la massification à partir de la Révolution, on a dû trouver des expédients pour pouvoir faire face. Parce que si on met les enfants en classe, il faut quand même qu'il y ait un encadreur. Même s'il n'a pas été formé, il faut que les enfants aient un maître tout au moins. Donc l'État a trouvé à l'époque des formules à sa portée. On a créé même les corps des jeunes bacheliers révolutionnaires. Moi j'ai fait mon service militaire, mais en même temps, on m'avait envoyé dans un collège pour enseigner. Je n'avais pas été formé, j'avais que mon baccalauréat. Et puis les étudiants qui faisaient 2 ans à l'université aussi, et on fait leur service militaire, et on les a envoyés dans les collèges et lycées pour enseigner. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'étaient pas formés pédagogiquement. Donc tous ces facteurs conjugués expliquent sans doute, avec la massification, j'insiste là-dessus, la baisse des niveaux que nous avons constatés. Alors, fondamentalement, quand vous prenez les 3 ordres de l'enseignement, où est-ce que nous devrions mettre l'accent? Ou bien on doit mettre l'accent à tous les niveaux? Quel est pour vous le niveau le plus important où on doit agir maintenant? Si vous voulez construire votre maison, c'est la fondation qui est la plus importante, puis c'est ça qui va soutenir après tout. D'accord. Alors, c'est le primaire qui doit recevoir d'abord notre attention. Le gros de notre attention. On doit améliorer notablement la qualité de l'instruction au primaire, notamment l'enseignement de la langue du travail, qui est le français, et l'enseignement des mathématiques. Il faudrait qu'à ces 2 niveaux-là, un travail substantiel se fasse pour améliorer l'efficacité. Ce sont des matières qui nous suivent toute notre vie. Ce sont les matières instrumentales. Vous avez ça, vous pouvez continuer d'apprendre après. Si vous maîtrisez le français, vous pouvez lire n'importe quel livre. Et en lisant, vous apprenez aussi. Donc n'importe quel livre qui vous tombe sur la main, si vous savez lire, vous pouvez apprendre. Mathématiques aussi, puis ça va intervenir encore dans les autres matières, même en physique, tout ça là. Donc, au primaire, il y a une action qui doit se faire, à travers la formation des enseignants déjà, qui doit être la plus rigoureuse possible. On ne peut plus recruter aujourd'hui d'instituteurs niveau BPC. C'est clair. Il faut tourner dos à ça. Il faut dire au moins le baccalauréat. Au moins le baccalauréat, et veiller à ce que ce soit des gens qui aient un bon niveau en français. Ou en mathématiques. En tout cas, sinon les 2. Avant de dire, il ne faut pas dire bac seulement. Il faut qu'eux-mêmes déjà, ils aient un bon niveau en français
écrit et parlé, et qui soit au moins moyen en mathématiques, avant de dire vous serez formé pour enseigner. Ailleurs, les gens, ils forment les instituteurs, qu'on appelle d'ailleurs professeurs d'école, bac plus 5. Hein. C'est bac plus 5. Et puis ça veut dire que ce n'est pas un niveau qu'on doit négliger, c'est la fondation. On doit envoyer les meilleurs enseignants là-bas. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit négliger aussi maintenant le niveau qui suit, le secondaire, hein, et puis après l'université. Mais on doit mettre l'accent sur le primaire. Voilà ce que moi je pourrais préconiser. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, tous les enfants qui naissent et qui ont l'âge de 5 ans arrivent à mettre pied à l'école? Bon, il faut dire que la situation s'est améliorée au niveau quand même du taux d'accès. Nous avons déjà dépassé les 90%. Hein? Même s'il y a encore une minorité d'enfants qui n'ont pas accès, on peut dire que la plupart des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, aujourd'hui, ils ont accès à une école au Bénin. Comment arriver à 100%? Oui, pour arriver à 100%, oui, on doit continuer d'investir dans la construction des infrastructures immobilières et dans la formation des enseignants. Hein? Avant de mettre les enfants en classe, il faut qu'il y ait une salle de classe solidement construite pour les accueillir, avec le mobilier, avec le matériel didactique et des enseignants formés pour les accueillir. Dans certaines régions, ce n'est pas du tout la réalité. Ce n'est pas la réalité. Ce sont les parents, comme j'ai dit tout à l'heure, qui installent un hangar. Oui, ils installent un hangar d'abord, les salles de classe de fortune. Hein? Il y a des gens qui font même des cours au pied des arbres. Il n'y a même pas de hangar. Et puis, bon, de toute façon, il y a quelqu'un pour encadrer les enfants et ce n'est pas la meilleure qualité qui s'ensuit. Donc, on doit continuer d'investir pour atteindre 100% d'enfants scolarisés. Ça, on peut y arriver. D'accord. On peut y arriver. Oui, vous le dites bien, on peut y arriver, mais le constat est là que nous n'avons pas encore les 100% qui entrent dans le système éducatif. Alors aujourd'hui, ceux qui parviennent quand même à s'inscrire, oui, où les parents amènent leurs enfants, donc volontairement dans le système éducatif, est-ce qu'il n'est pas temps d'exiger un niveau avant de sortir du système éducatif? Même jusqu'à l'heure actuelle, à travers le concept d'éducation de base. Hein, je me rappelle, il semble que le gouvernement du Bénin a voulu que l'éducation de base aille jusqu'au baccalauréat. C'est-à-dire, avant de dire que vous avez reçu une éducation de base, il faudrait que vous ayez fait au moins la terminale, quoi. C'est ce que le gouvernement souhaite. Mais dans le temps, sous la Révolution, l'éducation de base se limitait au primaire. Bon, à un moment donné, on s'est dit qu'au moins jusqu'en 3e, on devrait exiger ça. Peut-être que c'est la Constitution qui va nous aider à résoudre le problème, puisque la Constitution, il me semble, a fixé à 16 ans le niveau, l'âge qu'il faut atteindre avant de quitter l'école. Oui, l'âge qu'il faut atteindre avant de quitter l'école. Oui. Si quelqu'un a 16 ans au moins, il peut quitter l'école si c'est nécessaire. Quelqu'un qui fait 16 ans de parcours correctement. Non, pas 16 ans de parcours. 16 ans de vie. Ça veut dire oui, c'est ce que je dis. Il a été à l'école au moins pendant 9-10 ans. 10 ans. Oui, oui. Et s'il y a une nécessité qui lui oblige, on peut dire maintenant, il peut quitter l'école pour aller en apprentissage, tout ça là, quoi. Mais il ne peut pas quitter juste après le CEPE. Hein, parce qu'il a 11 ans, 12 ans. On se dit que ce n'est pas possible. Il n'a pas encore acquis vraiment les minima pour pouvoir... Il y en a qui ont 16 ans et qui ont le bac. Oui, c'est vrai, mais ceux-là, généralement, ils sont d'un milieu qui leur permet de continuer. C'est ça. Hein? Mais quand on légifère, c'est pour les plus faibles. Les plus faibles de la société. Mais on dit donc les plus faibles là, il faut qu'ils étudient jusqu'à l'âge de 16 ans avant de quitter le système éducatif. Alors, si vous devriez décider, vous optez pour quoi? Vous maintenez ce qui est là ou bien exigez le bac avant de sortir? On ne peut pas dire, le critère âge là me paraît suffisant. Quelqu'un peut avoir son BPC à 16 ans et pour des raisons ne pas vouloir continuer et aller faire la couture ou bien la mécanique, tout ça là, quoi. Et vous voyez, même dans l'enseignement technique, quelqu'un peut avoir son CAP et s'il a l'âge, s'il est majeur, il peut aller travailler. C'est ça qui lui plaît. Donc, si fondamentalement on exige que l'enfant puisse avoir le BPT avant de sortir du système éducatif, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Ce serait une grande amélioration. Et ça va améliorer la qualité de vie même dans notre pays. Celui qui a tiré jusqu'au BPC ne peut pas faire n'importe quel choix en tant que citoyen
en tant que membre de la société. Et il sera un peu plus éclairé, quoi. C'est ça. Je vois. D'accord. Voilà. Alors, il y a une expression que nous entendons aujourd'hui dans notre pays, l'aspirana. L'aspirana, voilà. L'aspirana. Voilà. Est-ce que vous pensez fondamentalement que c'est une réforme idéale? Non, ce n'est pas une réforme. Oui. C'est des solutions que les gouvernements du Bénin trouvent lorsque... Sans langue de bois, hein. L'émission c'est franc-parler. Non. Donnez-nous concrètement votre avis. Non, c'est une autre forme. Oui. Le recours à l'aspirana, c'est une autre forme de solution auxquelles nos gouvernements successifs recourent lorsqu'on constate qu'il n'y a pas d'enseignants pour encadrer les enfants dans le système. C'est ça. Hein? Puisqu'il n'y a pas encore suffisamment d'enseignants formés qu'on puisse envoyer dans les classes. On se dit, bon, à un moment donné, je vous ai parlé de l'exemple des GIR, jeunes bacheliers révolutionnaires, jeunes professeurs révolutionnaires, des étudiants. Mais il y a eu la communauté. Aujourd'hui, on a créé l'aspirana parce qu'il fallait toujours boucher des trous dans le système éducatif. Il y avait des centaines de classes sans professeurs dans le secondaire, sans instituteurs dans le primaire. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec le concept, c'est que parmi ceux qu'on appelle aspirants là, il y a des gens qui sont déjà formés pour enseigner, qui ont leur diplôme professionnel, soit ils ont le CAP au primaire, ils ont le BAPES ou le CAPES au secondaire. Ceux-là sont déjà des professeurs. Hein? Ils sont des enseignants titulaires, on ne peut pas les appeler aspirants. Maintenant, par rapport à l'organisation de la fonction publique de l'État, bon, on peut dire des enseignants contractuels temporaires, c'est tout. Mais dès lors qu'ils ont leur diplôme professionnel, déjà ils ont été formés et qu'on a déclaré que maintenant tu es digne d'être enseignant, on ne peut plus les appeler aspirants. Aspirant peut être utilisé pour les gens qui ont fait des formations générales à l'université, qui n'ont pas encore reçu une formation professionnelle d'enseignant, ils ont une licence en géo, en maths, en PCT, bon, on les utilise. Donc à tous les niveaux, on peut avoir des aspirants. Mais on ne va pas les appeler aspirants, ce n'est pas valorisant. C'est pas valorisant. Oui. Hein? Et ceux qui n'ont qu'une formation générale sont des enseignants stagiaires. On les appelle des enseignants stagiaires. Ceux qui ont déjà été formés, ce sont des enseignants contractuels temporaires. Si l'État ne veut pas encore les recruter définitivement, ils sont des enseignants contractuels temporaires. Je préfère qu'on les appelle ainsi, mais qu'on réserve même, qu'on efface cette affaire d'aspirana là. Ça ne valorise pas les enseignants. C'est ça. C'est un peu ça. Donc, entendre par exemple qu'on recrute des aspirants, par exemple, pour le système éducatif au niveau supérieur. Oui, on a même prolongé ça au supérieur. Non, on peut toujours les appeler des assistants stagiaires. Oui. Assistants stagiaires. Hein? Voilà, en attendant de les titulariser. C'est important. Oui. D'accord. Nous allons donc poursuivre cette émission, mais je voudrais déjà annoncer aux auditeurs qu'ils n'ont qu'à se préparer pour que dans 2 minutes, les téléphones ici puissent résonner pour leur permettre, bien entendu, de poser des questions. Et je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct. Et je voudrais dire, ceux qui auront du mal à trouver la ligne peuvent déposer donc leur message, leurs questions, surtout, je vous en prie, posez des questions, tout simplement, et écrivez bien vos questions sur notre page WhatsApp, si on peut le dire ainsi, le compte WhatsApp 50 52 52 73. Donc dans 1 minute, on pourra donc commencer à vous recevoir en direct pour poursuivre donc cette émission. Je voudrais qu'on parle un peu du système éducatif au niveau supérieur. Oui. Entre-temps, la réforme est intervenue, le système LMD. Quelle évaluation vous faites de ce système? C'est vrai que c'est c'est vers la fin de la première décennie des années 2000 que nous sommes entrés dans le système LMD. Et la réforme a mis du temps à prendre parce que tout le monde n'avait pas la même compréhension des implications de ce système-là. Mais cas un cas, je crois que nous avons fait du chemin depuis 2008, 2009. Et notre système est vraiment ancré aujourd'hui dans le système LMD, même s'il y a encore des ajustements à faire, même s'il y a encore des améliorations à apporter. Je pense que la réforme est déjà devenue irréversible.
au niveau de l'enseignement supérieur béninois. Est-ce que ça porte les résultats voulus, concrètement? Bon, si on a l'impression que ça ne porte pas les résultats, c'est pour les mêmes raisons qu'on a données pour les autres ordres d'enseignement. C'est ça. Primaire, secondaire, technique et professionnel. Sinon, le système LMD est quand même conçu pour favoriser vraiment la réussite et l'efficacité de l'apprentissage. Vous voyez. Et je crois qu'il y a quand même un progrès. Les rendements se sont améliorés. Les rendements se sont même dans les établissements de formation générale, à part vraiment quelques-uns qui traînent encore des pieds, on a quand même de meilleurs rendements qu'il y a 15 ou 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, vous allez dans des facultés à Calavi, on fait une première session d'examen, vous n'avez même pas 1% d'admis. C'est ça. Ouais, mais c'est après la deuxième session que le taux même est apporté à 13 ou 14%. Il y avait beaucoup d'échecs. Effectivement. Hein, bon, on va commencer à prendre les auditeurs et on reviendra tout doucement sur le reste des questions. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Honoré. À qui avons de l'honneur? Moi, c'est Akarato Marius. Positionnez-vous parce qu'on a du mal à vous entendre, monsieur Adjahato. La ligne n'est pas du tout bonne chez vous. Si vous êtes à l'intérieur, je vous prie vraiment de sortir pour faciliter l'écoute. Allô? Non. Je pense qu'il faut... Oui, nous vous écoutons. Ok, je vous remercie infiniment pour cette émission. D'accord. Et je remercie beaucoup le professeur pour toutes les lumières apportées. D'accord. Vos questions? Bon, ma préoccupation, c'est par rapport à l'application du master introduite dans le système éducatif béninois. Je vais demander au professeur ce qu'il en pense. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je crois Educ Master, c'est de ça que lui parle. Oui. On prend un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour à vous. Qui avons de l'honneur? Emmanuel Avressi. D'accord, nous vous écoutons. Merci. Je salue le professeur pour sa présence et les explications. D'accord. Merci, monsieur Avressi. Merci. J'aimerais vous demander, est-ce que nous retournons à notre système révolutionnaire? Je voudrais, LMD, je pense bien que ça a commencé dans les années 2012, hein. En première année à l'université, quand l'étudiant en troisième année doit choisir une spécialité, une option, ou en première année, l'étudiant est emballé de plus de 22 matières. 22 matières, professeur. Je dis bien plus de 20, vous savez bien de quoi je dis. On sait bien que l'étudiant doit choisir en troisième année une seule matière. Pourquoi déjà en première année situer en même temps l'étudiant? Ou c'est des compositions de 15 minutes, c'est des compositions de 30 minutes. Professeur, est-ce que réellement nous passons vraiment à l'éducation béninoise? Est-ce que ça peut continuer avec l'éducation du colonisateur? Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur Avressi. Merci beaucoup à vous. On a un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. À qui avons de l'honneur? Vous avez l'honneur à monsieur Gabidi Jean-Marie. Je vous appelle de Ouida. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, je remercie le professeur. Vous-même, vous avez bien fait de choisir un bon, celui qui peut répondre à nos préoccupations. D'accord, merci. Professeur, oui, monsieur Bagedi. Je suis une victime de l'école nouvelle. Heureusement, moi, j'ai tout fait pour sortir la tête de l'eau. Promotion 1980, nous sommes allés au BPC. On était en quatrième. Tout à fait. C'est Fang. En quatrième, j'étais au lycée Bienvin en 1980. Et au même moment, il y a une promotion de la troisième qui était là. Et nous sommes allés au BPC. Maintenant, moi, j'avais 105, j'étais parmi les admis, 8 de moyenne. Donc, les 2% dont vous avez parlé là, je faisais partie de ces 2% et nous sommes allés en seconde. Mais beaucoup parmi nous n'ont pas pu résister. Donc, l'école nouvelle en ce moment avait massacré toute la promotion de 1980. Et arrivé en terminale aussi, certains étaient obligés de raccrocher, mais moi, je suis allé au bac 2 fois avant de réussir. Alors, que pensez-vous alors de cette promotion de 1980 là, où on nous a envoyé en seconde avec ceux de la troisième
nous avons fait la même classe, hein. Nous avons fait seconde BG et d'autres seconde C. C'est ça. Nombreux sont ceux-là qui sont parmi nous, qui n'ont pas pu résister, qui ont raccroché. Merci, monsieur le professeur. Merci, monsieur Baguedi. Merci beaucoup à vous. Donc, comme je le disais tantôt, hein, ceux qui n'arrivent pas donc à trouver la ligne peuvent donc laisser le message sur WhatsApp avec le numéro 50 52 52 113. Et nous avons donc un autre intervenant en ligne que nous allons prendre. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Bonjour, c'est monsieur Nanti Dinar Moïse, je vous appelle de Kokotomé. D'accord, nous vous écoutons. Mon intervention va directement sur l'intégration des langues locales dans le système éducatif. Nous écoutons monsieur Nanti. Oui, je remercie le professeur pour sa brillante présentation sur la question, parce que en évoquant l'occupation spatiale régionale de la langue, afin de l'intégrer, c'est très important. Je voudrais aussi appuyer sur ça pour dire que la langue... Il est parti. Il a bien commencé. Voilà, donc il pourra donc revenir. Il va rappeler. On retient quand même qu'il est intéressé par l'intégration des langues, mais on a bien envie d'entendre sa manière de voir les choses. On va prendre un autre intervenant qui est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour Benjamin Naum. À qui avons l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Je vais saluer le professeur qui est là. D'accord. Bien, merci M. Wassou. Pour mon première question est que aujourd'hui, l'État n'a pas beaucoup pour ouvrir les écoles, beaucoup comme ça. Il y a des privés. Est-ce que les privés là, c'est comme ce que le monsieur a dit là, pour dire si tu as des bacs là, qu'est-ce que tu vas enseigner? Est-ce qu'aujourd'hui là, les privés, est-ce qu'on contrôle que les privés, est-ce que tout le monde va avoir des bacs? On va d'enseigner aujourd'hui. Parce que nous, on surveille beaucoup de choses dans la vie. Et quel directeur qui a ouvert cette école privée? C'est pas après qu'il a avoir son bac pour enseigner quelqu'un. Pardonne-moi beaucoup, hein, parce que moi, il a ce qu'on voit en ville. Il faut que le monsieur là qui vient là, il est vraiment, il a dépassé ça. Il faut qu'il nous réponde dans cette question. À tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. On comprend globalement sa question. Et nous allons... Il y a un autre intervenant? Pas encore. On va certainement revenir ici, mais je crois que le numéro sonne déjà. On pourra donc recevoir l'intervenant. Bonjour à vous. Je vous prie d'arrêter votre pause récepteur, s'il vous plaît. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. À qui avons l'honneur? Moi, c'est Ezra Agbogba. Agbogba. Agbogba Ezra. D'accord. Okay. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais réagir un peu par rapport à la question de langue nationale. D'accord. Comme l'a très bien dit le professeur, le Bénin est un pays dont la structure linguistique est suffisamment variée. Donc, nous n'avons pas une langue unique qui pourra être appliquée sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est déjà un premier problème. Donc, chercher à introduire une langue nationale reviendrait finalement à choisir deux ou trois, comme il a dit, mais qui ne seront finalement pas nationales parce qu'elles ne pourront pas être parlées sur toute l'étendue du territoire. Donc je trouve que là, c'est déjà un premier blocage. Deuxième point, je voudrais parler un peu d'une expérience que j'ai vue ailleurs, où à un moment donné, les responsables du pays ont pensé aussi, je parle de Madagascar, ont pensé aussi que c'était un bon choix de passer à la malgacisation, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, et ils ont rendu le malgache qui avait une couverture nationale sur tout le pays. Ils ont des dialectes là-bas, mais ils ont quand même une langue unique qui est parlée un peu partout sur toute l'île. Donc ils l'ont rendu aussi langue nationale et obligatoire aussi bien à l'école, dans les administrations un peu partout. Mais le résultat est que les malgaches qui sont issus de cette phase de malgacisation ont un niveau en français complètement bas. Un niveau en français complètement bas, ce qui réduit aujourd'hui leur compétitivité sur le terrain international, ce qui réduit leur aptitude à coopérer avec, c'est vrai qu'ils sont une île, mais aucun pays ne peut évoluer en autarcie, leur aptitude à coopérer, à évoluer dans les instances internationales et tout. Et quelques années après, ils sont revenus encore au principe, au système initial, rejetant la malgacisation pour revenir à l'enseignement francophone pur.
C'est vrai que nous, aujourd'hui, l'élite africaine tend vers ce qu'on appelle cette tendance de décolonisation qui continue, cette nouvelle forme de décolonisation où on veut coûte que coûte se restreindre du joug du colon. Mais le français a été pour nous une langue qui a permis vraiment de communiquer au niveau régional, une langue qui nous donne une certaine compétitivité au niveau international. Donc la solution pour l'éducation ne serait pas d'introduire forcément des langues nationales au niveau de la scolarisation, mais c'est d'améliorer plutôt le niveau de ce français-là. Comme l'avait dit tout à l'heure, améliorer le niveau de français et s'il faut introduire les langues nationales, introduire les langues régionales pour que les enfants puissent quand même communiquer dans leur langue, mais pas forcément pour qu'on arrive à scolariser ces langues-là, faire des examens dans ces langues-là. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre contribution. Je vois que c'est beaucoup plus une contribution à ce niveau-là. Et donc, on n'a pas un autre intervenant pour l'instant. Et je crois que j'ai déjà des questions sur WhatsApp. On va y revenir dans l'évolution de cette émission. Donc, tous ceux qui restent, qui veulent intervenir, ils n'ont qu'à nous écrire. On va prendre un tout dernier intervenant en direct et après, les autres peuvent laisser leur message sur la page Facebook, sur la page WhatsApp plutôt. Voilà. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. C'est M. Nanti qui revient. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, je vous laisse évoluer sur votre question. Ok. Je disais que l'intégration de la langue locale, des langues locales dans notre enseignement doit citer son aspect abstrait au concret. Les discours ont prévalu dans le temps. Les discours, toujours les discours. Il faut qu'on trouve une solution immédiate à cela. Et pour trouver une solution immédiate à cela, je voudrais demander au professeur à quel niveau d'instance de discussion vous aviez proposé aux dirigeants. Merci, monsieur le professeur. Bonne journée à vous. Merci, monsieur Nanti. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on revient donc dans ce studio. Oui, on finit donc avec les appels en direct. D'autres questions peuvent venir sur la page WhatsApp. Je rappelle le numéro, le 50 52 52 113. Merci. Vous pouvez commencer à répondre aux intervenants. On commence par Educ Master, je crois. Merci à monsieur Adjahoto, Marius, qui a posé la question sur ce que je pense de Educ Master. Oui. Bon, Educ Master, c'est une application qui a été conçue par un expert béninois et dont on a équipé certains ministères de l'éducation, notamment le ministère de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle. Le ministère dans le pilotage du système, dans la gestion des apprenants. Donc, tous les apprenants sont pratiquement dans une base de données avec toutes leurs caractéristiques. Ça permet de contrôler, de détecter s'il y a des fraudes et ça permet aussi aux gens de consulter facilement les résultats. Les parents peuvent facilement considérer les résultats de leurs enfants, les résultats internes comme les résultats externes. Quand je dis externes, concernant les examens nationaux. Donc, je dis que c'est un bon outil pour le pilotage. Mais on peut toujours l'améliorer, puisque les utilisateurs n'en ont pas encore tous la bonne maîtrise, quoi. Donc, il faut encore multiplier les formations pour que les directeurs... Il faut avoir un bon niveau aussi en numérique. Voilà. Ce qu'il faut pour véritablement maîtriser. Voilà. Donc, il y a ce travail complémentaire qui doit être fait, mais c'est une bonne innovation. D'accord. Et il faut féliciter ceux qui sont les auteurs de cette innovation. D'accord, merci. On poursuit donc avec la question d'Emmanuel Avlissi, qui parle de système révolutionnaire. Voilà, s'il faut retourner au système révolutionnaire. Bon, c'est sûr que nous pouvons nous inspirer de la réforme de l'école nouvelle pour y prendre ce qui peut nous permettre de relever des défis actuels. Mais sa préoccupation, c'était, disons, le caractère surchargé du programme. Il parle de 22 matières et qu'on sait qu'à un moment donné, il faut choisir une matière fondamentale. Il faut se spécialiser. Oui. Bon, il faut dire que les dirigeants de nos universités ont commencé à prendre conscience de la lourdeur des programmes. Et l'exemple que je vais donner, c'est celui du recteur de l'UAC,
qui curieusement s'appelle Avlessi comme lui, Félicien Avlessi, le recteur, à un moment donné, a pris une note pour instruire tous les chefs d'établissement de l'UAC et leurs collaborateurs d'alléger un peu la structure du programme. Parce que vous aviez des programmes semestriels qui contenaient 12 unités d'enseignement, et chaque unité d'enseignement peut contenir 3 ou 4 matières. Et ça dépasse même les 22 matières dont M. Avlessi parlait. Donc le recteur a demandé qu'on réduise à 6 unités d'enseignement, maximum 8 par semestre, et qu'il n'y ait pas plus de 2 composantes par unité d'enseignement. Okay. Ce qui veut dire qu'au total, dans un programme pour un semestre, on peut avoir juste 12 matières et 6 unités d'enseignement. Ça va faire peut-être 6 compositions. 6 compositions à faire, et puis c'est tout. Ça permet d'alléger le volume du travail pour les apprenants, et ça permet aussi de rationaliser les procédures d'évaluation. Je crois que c'est déjà un début de solution de cette question liée à la lourdeur des programmes. Et donc, voilà ce que nous pouvons répondre à M. Emmanuel Avlessi. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, toujours par rapport à sa question, il parle de l'éducation du colonisateur. Est-ce qu'on peut encore dire qu'on est dans ce feeling-là aujourd'hui? Bon, il ne s'agit pas de dire qu'on est dans l'éducation du colonisateur ou bien dans l'éducation locale. Nous sommes dans un univers mondialisé. Oui. Nous sommes tous embarqués dans la mondialisation. Et puis nous autres, la colonisation nous a introduits dans un système, il ne savait pas de revenir en arrière. Depuis 1900 là. Et ça nous a forgé, ça nous a façonné. Nous sommes aujourd'hui un pays multiculturel, que nous veuillons ou pas. Nous sommes obligés de composer avec la langue française et tout ce que cela implique sur le plan culturel. Il s'agit pour nous simplement de conserver cet acquis et de promouvoir aussi ce qui nous concerne, pour les métis finalement que nous sommes, les métis culturels que nous sommes. Il faut penser plutôt bilinguisme, métissage culturel, plutôt que de dire, bon, nous sommes des Africains, nous n'avons rien avec les Blancs, non. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. La preuve, nous sommes en train de faire une émission en français ici. Tout à fait. Et tous nos auditeurs, ils ont répondu en français aussi. Mais si le français fait partie de nos réalités culturelles aujourd'hui, en tant que Béninois. Le français, c'est notre langue, on n'y peut rien. Mais quand quelqu'un dit, par exemple, que comme vous avez du mal à choisir une langue nationale au Bénin, décréter alors le français comme une langue nationale. Est-ce que c'est possible? Le problème ne se pose pas de cette façon. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, nos langues continuent de vivre et ont leur dynamisme. La preuve, vous diffusez sur Radio Cotonou des langues locales, même le Flagbe, qui est une langue de Cotonou, les Flagbe de Cotonou, ils ont l'occasion d'entendre. Tout ça là permet de faire vivre la langue. Et les autres langues aussi, le Fongbe, le Goum, ont des créneaux pour se développer. La religion est là. Quand on prend le Goumbe, tous les christianistes célestes du Bénin comprennent Goumbe, parce que c'est la langue de leur religion. Vous voyez? Donc il y a d'autres créneaux pour que nos langues se développent. Nous parlons maintenant de scolarisation des langues. Quelle langue introduite à l'école? Le français est déjà un acquis. Et ce n'est pas le seul français, puisqu'on a aussi l'anglais dans notre système éducatif. On a d'autres langues étrangères. On a l'espagnol, on a l'allemand, qui remplissent d'autres fonctions aussi pour nos jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent voyager, aller faire les études en Amérique latine ou bien en Espagne même. S'ils connaissent déjà l'espagnol, ça va les aider, non? Alors, donc, il ne s'agit pas de... Nous sommes un pays ouvert, nous devons être un pays ouvert. Et puis, nos enseignants n'étaient pas des gens fermés. Non. Il s'agit de conserver l'acquis, c'est une richesse, et de promouvoir à côté ce qui nous tient à cœur aussi. Voilà. Et ce qui nous tient à cœur, nous disons, nous voulons promouvoir nos langues nationales dans le système éducatif. Et pour cela, il y a des règles à respecter. Et moi, j'ai proposé des langues qui ont déjà une dimension régionale qui nous permettent vraiment de renforcer l'intégration régionale. C'est tout. Vous quittez le Bénin, vous allez au Nigeria, vous êtes à l'aise. Vous allez au Togo, vous êtes à l'aise. C'est ça qu'il faut. Vous allez au Niger, vous serez à l'aise, vous ne serez pas dépaysé à côté de ce que le français nous permet d'acquérir. D'accord. Et l'auditeur qui a suivi donc a évoqué son cas, il est victime de l'école nouvelle. Il parle de la promotion de 1980. Oui, ça veut dire que il y a eu à un moment donné, puisque quand on a fait l'évaluation de l'école nouvelle, bon, il devait y avoir une période transitoire. Il devait y avoir une période transitoire. Bon, les gens qui faisaient 3 ans au premier cycle, bon, à un moment donné, ils ont dû
rattraper ceux qui avaient fait leurs 4 ans réglementaires, qui étaient en 3e. Donc on a mélangé promotion CFANG et promotion 3e. Et puis ils ont fait leur examen ensemble. Au lieu de faire 7 ans au secondaire, ils ont fait 6 ans. Naturellement, ça agit négativement sur les apprentissages d'une partie d'entre eux. Hein, parce qu'il faut une certaine maturation. Le temps est important dans les apprentissages. Les Blancs qui nous ont colonisés, qui nous ont amené l'école, l'enseignement secondaire, ils ont dit, pour être sûr qu'on a maîtrisé le programme de l'enseignement secondaire, il faut 7 ans. Nous, sous la Révolution, on s'est dit, non, on va faire ça en 6 ans. C'est comme si vous disiez, bon, au lieu d'attendre que votre enfant ait 10 mois, 11 mois avant de marcher, vous dites que, bon, à 5 mois, il doit marcher. On ne marche pas à 5 mois. Donc, il faut compter avec le temps. Donc on a voulu presser une génération, et puis ça a laissé beaucoup de failles. Bon, heureusement que M. Bagadi s'en est sorti après sa 2e tentative au baccalauréat. Il a réussi, tant mieux. Et d'autres, c'était les plus alertes qui s'en étaient sortis. Et donc on vous dit 2% d'admis au BPC. Aujourd'hui on a 60%. Vous voyez, il fallait être vraiment un crack. Effectivement, pour s'en sortir. Oui. Je crois qu'il y a M. Nouati qui... Oui, M. Nouati, oui. Qui parlait de trop des discours. Oui, qu'il faut agir. Oui, on n'agissait pas parce que bon, les gens ne savaient pas quoi faire. Je me rappelle l'expérience de feu, le ministre qui est décédé récemment là. Non, qui est décédé récemment, tout récemment. L'ancien ministre de l'alphabétisation. Oui. Benyonvi. Oui, voilà, il a géré l'alphabétisation. Paix à son âme. Vous voyez, il faut poser la bonne question. Et si on pose la bonne question, on peut résoudre ce problème facilement. Parce que les Béninois ne sont pas contre les langues qui sont les autres ethnies ou des groupes socioculturels. Nous sommes habitués à emprunter les langues les uns des autres. Et il y a même un mélange. Un mélange selon les fonctions que nous voulons attribuer à ces langues-là. Par exemple, les Vaudous du sud Bénin, eh bien, puisque la langue du Vaudou doit être différente de celle du milieu local, on allait chez les maris pour chercher le mari afin d'initier les gens à Ouida ou bien à Kéton chez moi. Et les gens, puisque le mari c'est un peu différent de la langue locale. Ça doit être une langue un peu mystérieuse, la langue des initiés. Donc, de la même manière, les maris peuvent venir au littoral pour chercher une autre langue Yoruba, et puis dire c'est ça qui est au couvent. Vous voyez. Donc, il y a cette habitude. Et donc, si on dit aujourd'hui, les langues que nous voulons apprendre à l'école, langues locales, il faut que ce soit Yoruba, il faut que ce soit Mena et Hausa ou Dendi, parce que ça présente l'avantage de nous rapprocher de nos voisins, notamment du grand voisin de l'Est qui est le Nigeria. Notre président est même là-bas présentement. Vous voyez, donc il vaut mieux faire ces choses-là. Et comme ça, ce sont des langues qui sont déjà équipées. Ça veut dire quoi? Leur grammaire existe déjà, leur lexique déjà existe, le dictionnaire existe, il y a des manuels. On peut même les adapter rapidement. Et puis, mettre ça dans les écoles. Et puis, ça va arranger aussi les industriels qui éditent les manuels. Au lieu de dire, bon, on est 500 dans le village, faites des manuels pour 500. C'est pas rentable. C'est pas rentable. D'accord. École privée, est-ce qu'on est sûr du niveau des enseignants? Il a raison de poser le problème. Oui. Parce qu'il faut voir même le niveau du fondé, celui qui a même créé l'école. Le fondé n'a pas besoin d'avoir un niveau. Il a l'argent, il crée et il recrute des techniciens. Il n'a pas besoin d'avoir forcément un niveau, quoi. Même sans niveau, il peut créer une école. C'est un commerçant, c'est un homme d'affaires. Il s'est dit, bon, il y a de l'argent à faire là. L'essentiel, c'est de recruter du bon personnel pour animer l'école qu'il a créée. Bon, il se fait que si une partie des privés, notamment les confessionnels, font un effort pour recruter du personnel de qualité, bon, les autres, bon, peut-être pour faire des économies, bon, ils ne tiennent pas compte forcément du niveau. Et il se dit, bon, s'il recrute quelqu'un qui a le bac, il va me coûter trop cher. Il préfère recruter peut-être quelqu'un qui a le BPC pour encadrer ses élèves du primaire. Mais ça ne devrait pas être la règle. Ah, le commerçant veut faire du profit. L'État doit jouer le rôle de gendarme. L'État joue le rôle de gendarme, mais nous aussi, l'État continue de recruter des maîtres niveau BPC. Donc, on ne peut pas refuser ça des privés. Alors que l'idéal serait qu'il ait un maître niveau bac. Mais il se dit, le niveau bac va me coûter peut-être 15 000 francs de plus cher que le niveau BPC. Donc, il fait ce calcul des coûts et des profits. Il fait ses options. D'accord. Voilà. Il y a M. Agbouba qui a parlé de langue nationale. Oui. C'était une contribution
C'est une contribution, je suis d'accord. L'expérience malgache et tout. Oui, la malgarisation, c'était une catastrophe. Même nos voisins arabes, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, ils ont voulu faire l'arabisation. Ils se sont rendus compte que ça les menait tout droit dans le mur. Et ils ont dû réajuster un peu pour réintroduire le français dans le système, afin d'avoir un système un peu de meilleure qualité. Je vois. Donc, nous sommes d'accord qu'on ne va pas remettre en cause les acquis. Le français, c'est une langue internationale. Vous êtes scolarisé au Bénin, vous pouvez aller après au Sénégal, vous pouvez aller en France, au Canada, en Belgique. Ça vous ouvre les horizons, c'est clair. Et il y a près d'une vingtaine de pays africains qui parlent français. D'accord. Alors, il y a Emmanuel Locono sur notre page WhatsApp qui dit: est-ce que le fait que les parents soient beaucoup plus occupés à chercher de quoi subvenir aux besoins de la famille ne participe pas aussi du mauvais état des lieux d'éducation nationale aujourd'hui? C'est une question. Bien. C'est vrai que chacun doit faire son devoir. Oui. Mais les parents, ils ont déjà fait l'effort de scolariser, d'acheter les fournitures scolaires, et parfois ils paient très cher. C'est aux maîtres, aux professeurs qu'il est demandé d'encadrer formellement, pour ce que c'est l'instruction là. C'est les maîtres qui sont les premiers responsables. En principe, si le travail est bien fait à l'école, les parents n'ont plus à se déranger à la maison pour faire des compléments, pour accompagner. Non. Moi, ma génération, moi, je ne faisais même pas d'études à la maison. On n'a pas eu de maître d'études. Moi, ma génération, tout se faisait à l'école. C'était suffisant. On n'avait pas besoin d'avoir encore répétiteur ou quoi, non. Ou des parents interviennent. Ceux qui interviennent, c'est peut-être des grands frères qui sont scolarisés et qui interviennent pour accompagner les cadets, les jeunes frères. C'était le système. Sinon, en principe, l'école devrait suffire pour cette fonction d'instruction-là. Les parents, ils ont bien d'autres choses à faire, effectivement. Mais cela dit, dans l'agenda des parents aussi, il faut une certaine présence. Mais c'est la qualité qui importe. C'est la qualité de la présence des parents, non pas la quantité. Parce que ici, de toute façon, on peut être là et ne veiller à rien. Et ne veiller à rien, et ne rien faire. C'est la qualité, parce que s'ils ne sortent pas, il n'y aura peut-être pas à manger à la maison. Donc ils courent aussi toujours après pour le bien des enfants. D'accord. Oui. Et il demande par ailleurs comment peut-on profiter des TIC, les technologies de l'information et de la communication, pour relever le niveau éducatif et réaliser une bonne intégration des langues nationales. Oui, bon, les TIC, nous n'allons pas exagérer leur contribution à l'instruction. C'est vrai, ça permet d'avoir accès à l'information. Ça permet d'avoir accès à l'information. Ça peut permettre aussi de s'exercer sur des connaissances. On peut avoir accès à des questions, à des preuves, répondre et recevoir des feedbacks. Mais ça ne va pas remplacer les maîtres, les professeurs. C'est un complément, un adjuvant qui est important, utile aujourd'hui. Mais il faut simplement le cantonner dans ce rôle d'adjuvant. Alors, il y a Serge Adjibade qui a dit qu'est-ce qui empêche les autorités de choisir le Yoruba, le Mina, en tout cas les langues dont vous aviez parlé. Qu'est-ce qui les empêche d'aller dans ce sens? Bon, peut-être qu'aucun expert n'a réussi encore à les convaincre. C'est ces derniers temps que quelqu'un comme moi commence à vulgariser cette conception de la scolarisation de nos langues locales. Et avant, il y a eu peut-être d'autres experts qui ont réfléchi et peut-être qui n'ont pas trouvé les bonnes formules. Il ne s'agit pas de dire, comme on est 50 groupes socioculturels, 50 langues, ou bien chaque langue doit être à l'école. Non, on ne doit pas faire ça. Nos ancêtres n'ont pas fait ça là. Il ne faut pas que les ancêtres soient plus intelligents que nous. Nous qui sommes allés à l'école, qui nous prenons pour des lettrés ou même des intellectuels, nous devons être aussi sinon plus intelligents que nos grands-parents qui ont déjà résolu ces problèmes des langues. Je vous ai donné l'exemple de la religion tout à l'heure, non? Ça ne gênait personne. Donc ça ne gênera personne si on dit, pour telle raison, pour que nous soyons efficaces et pour l'avenir des enfants, les langues qu'on doit mettre à l'école pour apprendre là, choisissons le Yoruba, le Hausa, le Gengbe,
Hein, voilà, et ça nous permet de nous ouvrir les horizons. D'accord. Il y a une question ici. L'intervenant n'a pas donné son nom, mais que je trouve quand même important. Il se prononce sur l'actualité concernant le bac. Oui. Quelqu'un qui a eu plus de 11 de moyenne et qui a échoué, tout simplement parce qu'il a 0 en bac et 0 en maths plutôt. Donc l'intervenant demande qu'est-ce qu'il faut faire concrètement par rapport à cette actualité. Il s'appelle Sejro Avabo Philbert. Voilà. Oui. Bon, moi aussi, j'ai été surpris quand j'ai vu cette affaire-là sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mais est-ce que c'est à la légère que le jury a pris cette décision de faire échouer cette candidate parce qu'elle a 0 en maths? Moi, si j'avais été président du jury, j'aurais fait réussir le candidat ou la candidate. Hein. C'est-à-dire, le professeur qui est mathématicien dans le jury, je dis, tu me corriges ça et tu lui donnes 1 sur 20. D'abord, pourquoi donner 0 sur 20 à une copie? On dit que le candidat ou la candidate a recopié seulement l'épreuve. Mais elle a recopié l'épreuve. C'est déjà quelque chose. Oui. Et même dans ce que nous appelons APC au Bénin, là, oui. Il y a ce qu'ils appellent critères de perfectionnement, non? C'est ça. Critères de perfectionnement. Ce sont des bonus qu'on ajoute à la note de l'apprenant. Ben, on aurait dû appliquer le critère de perfectionnement et donner 1 sur 20 à ce candidat ou à cette candidate pour lui permettre de réussir. En plus, quand on dit APC, on n'est pas compétent partout. La personne était dans la série littéraire, il me semble. Oui. Mais si elle se montrait compétente en série littéraire... Ce qui est sûr, dans son avenir, il ne fera rien qui l'amène vers une filière qui prend en compte Même s'il fait quelque chose... Oui. C'est le temps qui permet de maîtriser les connaissances. C'est ça. Ce qu'on n'avait pas pu maîtriser aujourd'hui, avec le temps, on pouvait maîtriser. Donc, on ne peut pas bloquer quelqu'un. Est-ce que vous savez si il ou elle aura la chance l'année prochaine pour réussir? Et il paraît que le candidat ou la candidate a quand même eu de bonnes notes dans ces matières principales. C'est d'abord ça. Puisque c'est même pour orienter les apprenants à l'université aujourd'hui. Ce sont les matières principales qu'on prend. Et on recalcule la moyenne pour vous classer. Vous dites, ceux-là, ils ont mérité la bourse. On ne va pas si la personne a eu 1. Non, c'est les matières principales. Si la personne a réussi dans les matières Comment on peut faire pour sauver ce... Oui, c'est une décision politique qui doit intervenir. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On n'est pas compétent partout. C'est pas possible. Non, on n'est pas compétent partout. D'accord. Et puis, même pourquoi donner 0? Si la page était blanche, je comprendrais. Mais la personne a recopié l'épreuve. Ça va? Oui, c'est même 0,50 le problème est réglé. 1 sur 20. 1 sur 20, c'est bon. Et ça n'a pas de sens de donner 0 sur 20 même sur une copie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À moins que, exceptionnellement, le candidat ait présenté une copie vierge. Même si c'est 2 lignes que la personne a écrites. 1 là, c'est le bonus, quoi. C'est le bonus. Ce n'est pas qu'on récompense quelque chose. C'est ça. Mais pas souci de ne pas donner 0. Parce que le 0, déjà, le correcteur sait que c'est l'échec. Avec le 0, c'est l'échec. Donc, on ne devrait pas donner ça. On ne peut pas donner 0, non. C'est-à-dire, si la copie est mauvaise, on donne 1 et puis c'est tout. Même pourquoi donner 0? C'est con. L'échec de notation, ce n'est pas de 0 à 20, c'est de 1 à 20. Voilà. Merci beaucoup à vous, cher professeur. Alors, une autre question du Gilbert Cosme qui dit s'il y a un enfant qui a le CEP aujourd'hui, le système éducatif béninois peut-il me donner la garantie que je peux récupérer un enfant bon citoyen, bien éduqué et formé pour gérer la cité de demain? Un enfant qui vient d'être admis au CEP. Est-ce que le système éducatif béninois garantit une bonne sortie? Mais ceux qui entrent au collège, c'est ceux qui ont eu le CEP, non? Oui. Et qui vont jusqu'en 3e, après ils vont au lycée. C'est ceux qui sont allés au bac cette année. Oui. C'est ceux qui vont entrer à l'université. C'est ceux-là. Donc le système garantit forcément qu'à la fin, on va récupérer, même si on ne l'occupait pas 100%, il y a une partie d'entre eux qui va sortir la tête de l'eau et qui va même trouver facilement un emploi compte tenu de la spécialité dans laquelle il a été formé. C'est ça. Voilà, donc c'est pas tout le monde peut-être qui aura la chance. Peut-être ce que notre auditeur souhaite, c'est que la plupart aient la chance quand même de sortir la tête de l'eau. C'est ça. On reste... Mais sa question a aussi une dimension sur les finalités. Voilà. Sur quoi est-ce que nous mettons l'accent? Quels sont les rêves que notre société projette? L'éducation au niveau renouveau démocratique a mis l'accent sur les compétences. Donc, on veut des gens qui savent se prendre en charge, qui puissent s'auto-employer,
combien de gens peuvent s'auto-employer? Ça, c'est un point d'interrogation. D'accord. Donc, voilà, qui sont dans la modernité. Il y a beaucoup de questions. On n'a pas mis l'accent aussi sur les compétences plus spirituelles, plus morales. C'est très important. Il ne suffit pas d'être un technicien. Aujourd'hui, ce qui permet de réussir à un jeune, c'est surtout ses compétences morales. Parce que tout le monde, les gens de sa génération, ils ont les mêmes compétences que lui. Qu'est-ce qui va faire la différence? Peut-être en agissant sur le côté spirituel et moral, on aura moins de détournements dans l'administration. Voilà. Et on aura des jeunes adultes plus responsables. Très dévoués. Oui, et plus responsables. Capables d'être résilients, de résister à la difficulté, de faire preuve de persévérance, de faire preuve d'esprit de sacrifice. D'accord. Dans les grands pays aujourd'hui, il ne suffit pas d'être compétent. On dit, vous êtes ingénieur, mais les gens veulent voir si vous avez ces qualités morales-là. C'est ça qui permet de départager. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens font les enquêtes de moralité avant de recruter. Il y a même des tests qui permettent de voir. De savoir son niveau. Et ces tests ne portent pas seulement sur vos connaissances, sur vos compétences techniques. D'accord. On veut voir le côté moral, le côté psychologique. Alors, il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à toutes ces questions. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime les êtres humains? Oui, est-ce que vous êtes humain? On veut voir ça. On veut voir ça. Oui, parce que travailler, c'est servir. Qu'est-ce que vous faites pour faire du bien aux autres? C'est ça le travail. Ok. Oui. Donc pour poursuivre cette émission, il y a beaucoup de questions. Merci à tous ceux qui participent. Le temps c'est 1h30. On ne pourra jamais dépasser ce temps. Mais ce qui est important et que je voudrais vous demander, nous tendons donc vers la fin de cette émission, professeur Jean-Claude Oumenou, est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être je me trompe, vous allez me dire ça, est-ce qu'il n'est pas temps d'enterrer le système d'enseignement long dans notre pays et focaliser uniquement notre attention sur la formation technique et professionnelle? Et je vais dire, M. Naoum, que vous n'avez pas raison. Je n'ai pas raison. Non. Alors dites-nous ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ces dernières Parce années, que c'est la question. Le président Talon a dit, je vais augmenter la dose de l'enseignement technique de la formation professionnelle. D'accord. Bon, peut-être lui rêve de 50% d'enseignement technique professionnel dans le système. Moi, je dis, si on arrive déjà à 30%, c'est déjà suffisant. Parce que l'enseignement général, c'est ça qui permet de s'adapter. L'enseignement général permet de s'adapter. Et ça coûte moins cher pour notre budget national. Celui qui a fait l'enseignement général, après, il peut s'adapter. Il peut faire tout ce que vous lui demandez de faire, il peut faire. Mais celui qui est technicien seulement, bon, hors de sa technique, il ne peut rien faire d'autre alors. Parce qu'il est ouvrier en bois de bâtiment, il est bon là, et puis après, il ne pourra plus rien faire. Et quand il y a des questions intellectuelles, culturelles qui assaillent la société, il ne peut pas apporter sa contribution. C'est bon. Moi, j'étais en Chine en 2016. Je pensais qu'avec leur niveau de développement là, ils auraient, comme vous le dites là, 70% de l'enseignement technique. Ils étaient encore à 45% en ce moment-là, jusqu'à l'université. Donc il y avait encore 55% d'enseignement général en Chine. Pourtant, la Chine était déjà une puissance à ce moment-là. Donc nous, si on arrive à 30% du technique, c'est bon. Et puis, ce n'est pas tous ceux qui ont fait l'enseignement technique qui trouvent aussi de l'emploi, pour interrogation. Mais c'est bon, ça va former des ouvriers compétents, des techniciens spécialisés. Oui. Notre pays a un Conseil national de l'éducation. Oui. Pour vous, qu'est-ce qui se fait là-bas? Vous avez une idée de ce qui se fait? Ce n'est pas nouveau, le Conseil national. Sous la Révolution, on avait déjà un Conseil national de l'éducation révolutionnaire, le CNR. C'est ça. Oui. Et bon, qui a disparu avec la réforme de l'école nouvelle. Bon, le CNE, dans sa version du renouveau, et notamment dans sa version de la rupture, bon, est chargé aussi de donner des avis au président sur le fonctionnement du système, sur les réajustements, de se prononcer sur la pertinence des choix de formation, des filières, des politiques même mises en œuvre dans les ministères. Le CNE. On vous consulte? Moi, je ne suis pas membre du CNE. Oui, mais est-ce qu'on vous consulte? Les autres enseignants qui ne sont pas membres, est-ce que vous êtes consultés? Bon, vous m'avez consulté ce matin. Oui. C'est déjà suffisant. Maintenant, si quelqu'un dit, bon, cette question-là, c'est le professeur Oumenou qui peut répondre, il veut me voir. Il n'y a pas de... Mais c'est entre nous. Ce n'est pas institutionnel. D'accord. C'est pas institutionnel. De façon précise. Le CNE, c'est une institution. De façon précise, qu'est-ce que vous préconisez? Ça va être votre mot de fin. Bien. En 1 minute. Qu'est-ce que vous préconisez concrètement pour se jeter dans l'avenir? Quand le président Kérékou est venu au pouvoir et qu'il a fait son discours programme, il disait la caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. Parodiant Kérékou, je vais dire la caractéristique
fondamentale et la source première de la mauvaise qualité de notre éducation est la massification des effectifs. Droit dans la caméra. Oui. C'est la massification des effectifs. Où est-ce que je veux en venir? Ces derniers temps, le gouvernement a lancé comme un ballon d'essai l'idée de réguler les naissances chez nous. Ce n'est pas une mauvaise idée. C'est absolument nécessaire. Je vous ai dit tantôt, M. Naoum, qu'il est plus facile d'enseigner à 20 élèves dans une classe et qu'ils soient même tous bons que d'enseigner à 80. Vous voulez apprendre à lire au CI à 80 élèves. Combien vont s'en sortir? Apprendre à lire. Pour que l'enfant acquiert le savoir lire de base. Ce n'est pas dans la grande masse qui pourra le faire. Si les écoles privées ont de bons résultats, les écoles privées sérieuses, vous allez voir que les effectifs sont raisonnables. Vous-même qui êtes jeune père de famille, là, il vous sera plus facile de vous occuper de 3 enfants correctement que de 6. Et même sur la table, là, si vous n'avez qu'un poulet, je crois que le poulet, là, les gens vont bien manger si on n'est que 4 à table que si on est 8. Même le kilo de riz, vous voyez. Parce que notre problème, c'est que nous courons toujours après les besoins. C'est ça. Et on a dit, il n'y a pas d'enseignants, parce que les enfants naissent, il faut leur donner des classes, il faut leur donner des maîtres. Voilà que nous n'avons pas les moyens. Si l'école nouvelle a échoué, c'était aussi un problème de moyens. Nous comptions sur nos propres forces. Donc pour vous, il faut agir sur l'effectif. Oui, il faut commencer dès à présent et nous allons pouvoir faire face aux besoins éducationnels de notre pays. D'accord. Merci beaucoup à vous, professeur Jean-Claude Roumenou. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue et vous étiez donc sur ce plateau pour parler de notre système éducatif depuis 1960 à ce jour. À nouveau, merci pour votre participation à cette émission Franc-Parler, fidèles auditrices et auditeurs. Merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde de cette émission Gisler Bangba, à la prise de vue Job Chikper et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés sur la 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de journée dominicale à tout un chacun de vous. Merci.